Lors de la plénière du Sénat ce vendredi 13 janvier, nous avons voté plusieurs textes, dont notamment une proposition de résolution, que j'ai co-signée, et qui concerne la mise à disposition de la naloxone pour toute personne qui fait une overdose d'opioïdes. Cela concerne les overdoses d'héroïne mais aussi de morphine ou des anti-inflammatoires, très utilisés chez nous, obtenus sur prescription, mais qui créent un phénomène de dépendance. Aux États-Unis, toutes les 7 minutes, une personne en meurt. Pour suivre, voici l'intervention de mon collègue Julien Eutendal pour défendre le texte. Merci, Madame la Présidente. Alors, je tiens évidemment tout d'abord à remercier les collègues qui ont décidé de co-signer cette proposition de résolution. C'est une proposition de résolution qui m'importe énormément et je remercie également toutes celles et ceux qui ont décidé de soutenir ce texte en commission. Alors, chers collègues, quand je vois d'où on vient, je suis heureux. Je suis heureux. Lorsque je suis arrivé en politique, en tout cas au Parlement en 2014, la question des drogues n'était pas une question souvent abordée. Souvent, elle était abordée par le mauvais angle. On se limitait encore à penser que l'abstinence était la seule solution, qu'on allait finalement arriver à ce fameux monde sans drogue. Tout ceci, évidemment, c'est un vœu pieux. Et je pense que les mentalités politiques ont bien évolué depuis et c'est une bonne chose. Et en effet, dans ce domaine, il est nécessaire de rappeler que la réduction des risques, ce n'est pas une formule de style, ce n'est pas un effet de manche, c'est du concret. C'est du concret. On parle ici de risque de décès, principalement par surdose, dont près de 80% sont liés à la consommation d'opioïdes. Des surdoses à la fois évitables et réversibles grâce à l'administration d'un produit qui s'appelle la naloxone. La naloxone, c'est le médicament de référence dans le traitement d'urgence de surdose d'opioïdes depuis maintenant plus de 40 ans. Elle agit rapidement, elle peut être administrée par voie intraveineuse, intramusculaire, mais surtout par voie nasale, sous la forme d'un simple spray. La naloxone permet d'éviter jusqu'à 4 décès par surdose sur 5. C'est donc pas un hasard si elle figure depuis 2013 dans les médicaments essentiels dressés par l'Organisation mondiale de la santé. En matière d'opioïdes, alors, où en est-on depuis la prise en considération de ce texte en avril 2022 ? Bien, aux États-Unis, où en moyenne une personne meurt de surdose au fentanyl toutes les 7 minutes depuis le début de cette plénière. Je pense qu'il y a donc 11 personnes qui sont décédées aux États-Unis. La crise des opioïdes ne semble pas ralentir. On en trouve de plus en plus sous la forme de contrefaçons de médicaments habituellement délivrés sur ordonnance. Au Canada aussi, elle semble perdurer, même si les différences sont importantes en fonction des régions. Le triste record revient à la Colombie-Britannique où on a recensé une moyenne de 6 décès par jour, rien que pour les 6 premiers mois de l'année précédente. Si l'Amérique du Nord est donc toujours, on le sait, le principal foyer de la crise des opioïdes, le problème commence aussi à apparaître dans d'autres pays. En Israël, un rapport récent révèle que les ordonnances concernant les opioïdes ainsi que le suivi des patients ne sont pas conformes aux directives du ministère de la Santé et que des répercussions importantes sont à craindre. En Somalie, la feuille de khat, l'alcool ou le hashish ont désormais fait place aux injections d'opioïdes et notamment de morphine, de tramadol, de pétidine et de codéine au sein d'un public de plus en plus jeune et féminin. En Belgique, alors malheureusement, on ne dispose toujours pas de chiffres précis. Et c'est un véritable problème pour appréhender ces phénomènes. Le rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies de 2022 fait état de 148 cas seulement déclarés de décès dus aux drogues en 2017. Ce chiffre est clairement sous-estimé et le Conseil supérieur de la santé le confirme également. Ce dont nous avons par contre la certitude, c'est que les 2 académies royales de Belgique, francophones et néerlandophones, ont formulé un avis qui rejoint celui exposé dans la résolution déposée. Je cite, « À l'heure actuelle, la Belgique ne dispose toujours pas d'un programme mettant la naloxone à la disposition des consommateurs d'opioïdes. » D'ailleurs que ces opioïdes soient des opioïdes illégaux ou prescrits sur ordonnance.
sous une forme facilement administrable. En effet, on a de la naloxone qui peut être mise à disposition, mais c'est généralement par voie d'injection, alors qu'un simple spray suffirait. Et pourtant, le besoin, mais il est bien réel, il est évident. En matière de consommation de drogue, il existe, y compris chez les usagers, de nombreux biais cognitifs. Il est impératif de rappeler que la population qui consomme des opioïdes est extrêmement protéiforme. On ne peut pas se limiter aux consommateurs de rue qu'on a tous là maintenant dans notre subconscient. C'est bien plus protéiforme que ça. Bon nombre de consommateurs sont en réalité des usagers naïfs, n'ayant jamais touché à des drogues illicites de leur vie, mais qui ont basculé par le biais de prescriptions médicales parfois données à la légère. Or, l'une des croyances les plus répandues, c'est que la prise d'opioïdes sous forme de médicaments serait moins dangereuse que celle de drogues vendues dans la rue, précisément parce qu'elles font l'objet d'une ordonnance. Cet optimisme comparatif donne aussi aux consommateurs de drogue prescrites l'impression d'être donc moins exposés au risque d'addiction, de surdose ou d'overdose. Ces personnes font fausse route. Et cela doit nous inquiéter au vu de l'inflation des prescriptions d'opioïdes en Belgique. Rien qu'en 2016, chers collègues, plus d'1 million de Belges se sont vus prescrire des opioïdes. Des prescriptions trop rapides et imprudentes, selon l'étude de 2022 menée par Yael Eckstein de l'Université d'Anvers. Il en ressort qu'une prescription analysée sur 4 était rédigée sur papier et que parmi celles-ci, seuls 3% répondaient à toutes les exigences légales. De plus, l'arrêt des prescriptions peut entraîner un report vers, évidemment, les drogues dites de rue. Dans tous les pays étudiés, le constat est le même. La hausse des prescriptions entraîne une hausse des décès. Et même si la situation belge est, pour le moment, incomparable avec celle des États-Unis ou du Canada ou même de l'Irlande qui est plus proche, nous devons rester vigilants et proactifs en tant que responsables politiques. Il faut également rappeler que tous les médicaments prescrits ne sont pas consommés dans leur intégralité et que les médicaments périmés et inutilisés sont très rarement remis aux pharmacies pour les faire détruire. Bon nombre d'entre nous d'ailleurs, nous avons tous des pharmacies où il reste des médicaments qui n'ont pas été utilisés, et y compris des opioïdes, qui sont donc conservés dans des pharmacies familiales et qui peuvent donc faire l'objet d'une automédication ultérieure, d'ajustement par le patient par rapport aux doses qui étaient initialement prescrites, voire d'une utilisation détournée, à l'origine de surdoses potentiellement létales pour le patient, mais également pour son entourage. L'automédication est donc également un phénomène grandissant parmi les sportifs amateurs qui n'hésitent plus à se doper pour aller eux aussi plus loin, plus haut, plus vite, plus fort. Je vous invite à voir une excellente série sur une plateforme américaine dont je tairai le nom qui met justement en avant le fait que des sportifs amateurs, on ne parle pas de personnes qui sont aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du Monde, se dopent aujourd'hui pour améliorer leur performance. Alors, faute de chiffres officiels, il faut s'en tenir aux estimations. À titre d'exemple, près de 50% des coureurs à pied qui ont participé au marathon de Berlin ont déclaré avoir pris un anti-inflammatoire avant même le départ du marathon. Et jusqu'à 88% des coureurs à pied utilisent au moins une fois un médicament anti-inflammatoire dans l'année. Alors, parmi les produits plébiscités, les opioïdes utilisés pour prévenir ou limiter les douleurs musculaires et articulaires et qui suscitent également un sentiment de bien-être, de relaxation ou d'euphorie. Le plus connu, en tout cas en Belgique, est sans doute le tramadol, dont le nombre de prescriptions a doublé entre 2005 et 2020. Pourquoi tout d'un coup une telle inflation? Cela en fait donc l'opioïde le plus prescrit en Belgique. Nous devons également rester vigilants sur le fait que la désinformation au sujet de la naloxone pourrait également entraver sa distribution et son utilisation et partant empêcher de sauver des vies qui auraient pu l'être. Comme je l'ai déjà mentionné, l'objectif de rendre disponible la naloxone en Belgique va bien au-delà de la réduction des risques pour les usagers d'opioïdes, leurs pairs et les membres de la famille. Il est impératif de l'étendre aux patients souffrant de douleurs chroniques, aux enfants de toxicomanes, au personnel soignant et de secours, ainsi qu'aux citoyens et aux citoyennes qui sont sensibilisés par cette problématique.
J'habite face à un parc qui est connu pour la consommation d'opioïdes et je suis certain que d'autres voisins seraient également intéressés d'avoir juste ce spray pour réagir le moment venu, parce que ces drames-là, ils arrivent parfois juste face à nous. Nous devons donc non seulement accentuer la sensibilisation et l'information sur les avantages de la naloxone, mais également le rendre accessible et simple d'utilisation, évidemment donc sous la forme d'un spray nasal. Rappelons enfin que la naloxone n'engendre aucun effet secondaire. Je peux aujourd'hui prendre la naloxone, je vous promets, je n'avais pas pris d'opioïdes avant, il n'y aura aucun effet sur ma personne, sur ma santé. Le seul effet de cet antidote, c'est de sauver des vies qui doivent être sauvées. C'est tout. Alors concernant maintenant la mise à disposition de l'eau pour préparation injectable, le PPI, je voudrais rappeler les propos tenus ici même dans une commission par Madame Brigitte Bouton, représentante de l'AVIC, le 18 novembre dans le cadre du rapport d'information drogue. Elle soulignait son caractère indispensable, mais relevait également une situation précaire en termes de distribution, et ainsi que les risques pris par les acteurs de terrain en l'absence d'un cadre légal. Ainsi, notamment le projet Stériborn, qui est mis en suspens sur le territoire régional bruxellois malgré une proposition de résolution qui a été approuvée par le Parlement de la COCOF, je pense à l'unanimité en mai 2018. Ce sont des automates qui sont disponibles dans la rue et qui visent à organiser un échange de matériel, de kits stériles d'injection, donc un kit stérile qui est utilisé pour obtenir un nouveau kit stérile dans le cadre d'une réduction des risques à très bas seuil et qui permet donc aux consommateurs de drogue par injection d'avoir systématiquement et aisément du matériel stérile d'injection et aussi d'éviter que le matériel usagé se retrouve dans la rue, dans des bacs à sable, dans des parcs. Malheureusement, mais ce projet, il est bloqué. Il est bloqué pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas distribuer de l'eau. De l'eau, pourquoi? Parce que l'eau est aujourd'hui considérée comme un médicament. Et donc, on est coincé. On demeure donc aujourd'hui dans une situation assez kafkaïenne, dans laquelle les associations de terrain se voient donc interdire de distribuer de l'eau, ce qui a pour conséquence, évidemment, d'augmenter sensiblement les risques sanitaires pour tous ces usagers. Alors, le PPI doit donc cesser, tout simplement, d'être considéré comme un médicament et devenir un outil de prévention, à l'instar des compresses stériles, des coupelles ou des seringues. Je tiens enfin à remercier les intervenants lors des auditions qui ont pu mettre en évidence la nécessité d'avancer dans ces deux dossiers connexes. Jusqu'à présent, malgré des constats sans appel, des recommandations claires et des solutions pourtant évidentes, eh bien, la Belgique est restée sourde aux interpellations répétées du secteur associatif et du monde scientifique. L'OMS recommande d'élargir l'accès à la naloxone pour les populations à risque. La naloxone fait partie de la liste des médicaments essentiels, je l'ai dit. L'ONUDC, en collaboration avec l'OMS, a également lancé une action conjointe, dit SOS Initiative, Stop Overdose Safely, qui encourage les États membres à stimuler les initiatives dont l'utilisation de la naloxone. Elle fait l'objet d'autorisations de mise sur le marché par l'Union européenne sous différentes formes. Donc, tout est aujourd'hui exécutable en Belgique, en quelque sorte. L'OEDT, reprenant même les dernières publications scientifiques sur le sujet, considère la naloxone comme susceptible d'être bénéfique pour la prévention des overdoses. Le Conseil supérieur de la santé a rendu un avis favorable, les deux académies de médecine également. On se trouve donc aujourd'hui, chers collègues, face à des évidences. Ces deux produits peuvent sauver des vies et c'est pourquoi j'espère que votre vote sera tout aussi évident. J'ai dit et je vous remercie.